Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir sur Vive votre Joe. J'espère que les premières nuits intranquilles dues au changement d'horaire petit à petit s'apaisent et que vous retrouvez un long et doux sommeil. Imaginons une journée tout à fait normale, vous avez pris votre voiture et voici que vous voulez faire un créneau. Tout d'abord, vous regardez votre caméra de recul. Faisant la manœuvre, vous regardez, jetez un coup d'œil sur le rétroviseur intérieur, puis sur les rétroviseurs extérieurs, et puis vous vous dites, ah, par acquis de conscience, quand même, je vais tourner la tête. Et là, crac, vous avez une douleur dans le cou, vous arrêtez la manœuvre, vous vous repositionnez avec votre caméra de recul. Vous allez me dire, ce n'est pas très grave. Non, c'est vrai, c'est pas très grave. Sauf que, voyez-vous, il s'agit là d'un phénomène où votre corps n'est pas à 100%, juste pour des manœuvres quotidiennes. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un créneau. Oui, mais après le créneau, vous aurez 10 litres à monter dans votre appartement ou dans votre maison. Dans votre maison, il n'y a peut-être pas d'ascenseur. Et imaginons même que dans l'appartement que vous occupez, dans l'immeuble, l'ascenseur est en entretien. Un peu plus tard, vous devez même prendre un escalier. Vous hésitez entre l'ascenseur et l'escalier. Oh, et vous vous dites non, 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 je crois que je ne suis pas en forme. Écoutez la réflexion. Je crois que je ne suis pas en forme suffisamment pour monter les escaliers. C'est cette peur-là qui nous fait penser que vraiment, nous ne sommes pas à 100% de nos capacités, que nous n'avons pas un corps qui est fonctionnel pour ce que nous lui demandons au quotidien. Eh bien, c'est de cela aujourd'hui dont nous allons parler. J'ai une dernière question, toute dernière. Le matin, lorsque vous vous réveillez, est-ce que vous vous réveillez souple, légère, léger, que vous mettez un premier pied par terre, un deuxième et que la journée commence, ou bien vous réveillez-vous avec quelques douleurs déjà? Rien que cela, voyez-vous, ce sont des petits signaux. Pierre Dufraisse, bonsoir. Bonsoir Thierry, c'est un plaisir de vous retrouver. Oh, plaisir également, vous n'imaginez pas. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes préparateur physique, vous êtes préparateur mental, vous êtes naturopathe. On commence avec laquelle de ces trois casquettes, dites-moi? Allez, on met le chapeau tout d'abord du naturopathe. Parce que, Naturopathe. ouais. Rappelez-nous, naturopathe. Naturopathe, c'est vraiment un thérapeute qui accompagne une personne dans sa globalité. Il va la prendre vraiment du côté alimentaire, du côté de son hygiène de vie, pour améliorer son sommeil. Il va s'intéresser vraiment à la globalité d'une personne. Vraiment, c'est quelqu'un qui a un prisme, un regard qui est très holistique, comme on dit de nos jours, très global. C'est une philosophie vraiment aussi de vie. C'est naturopathe, ce terme vient de deux termes anglais qui ont été joints, nature et path, donc c'est-à-dire la voie de la nature. Donc c'est ce qui fait sens dans le cadre naturel de l'être humain. Malheureusement, on a sorti l'être humain de son cadre naturel, donc il faut qu'on pallie à tous ces déséquilibres qu'on peut rencontrer de manière moderne dans nos quotidiens surchargés. Et le mouvement en fait partie. Donc je suis très content que vous ayez fait cette introduction parce que c'était parfaitement sur sur quoi j'avais envie de mettre le doigt aujourd'hui. Alors, sachez que tout le monde vous apprécie, Pierre, et ce soir sont présents, alors je vais en oublier bien sûr, mais vous avez Henri, Loire-Atlantique, Claudette, Touraine, on salue également Montpellier avec Odile, Brest avec Michigan, vous avez encore le Var qui est présent, Marie-Gabrielle, bonsoir, bonsoir également du Maroc, bonsoir aussi des Landes, bonsoir du Lot, Melun avec Dominique et la Mayenne également avec Nelly. Évidemment, je ne pourrais pas tous vous citer, vous êtes les bienvenus. Le premier rendez-vous avec vous, Pierre, avait été un succès. Celui-ci le sera vraisemblablement tout autant. 3400 inscrits à peu près. C'est déjà un succès, rien que sur le nombre d'inscrits. Et vous avez déjà Lydie qui nous dit, ah, effectivement, moi, je me réveille avec des douleurs. Donc, on va en parler dans quelques instants. Mais deuxième grande casquette, avez-vous dit, préparateur physique. Alors ici, on est plutôt sur une tâche classique mais exigeante. Oui, c'est vrai. Préparateur physique, c'est dans le monde sportif, hein, un préparateur physique, on appelle ça la PPG, la préparation physique générale. C'est le métier de quelqu'un qui va aider un sportif, une sportive ou monsieur et madame tout le monde, hein, mais en plus, qui va rendre son corps, comme on va en parler aujourd'hui, fonctionnel, plus fort, afin d'aider à une pratique principale. Alors cette pratique principale, ça peut être un joueur de tennis, un joueur de foot,
Moi, j'accompagne un coureur à pied du 10 km qui s'appelle Pierre Bordeaux, à qui voilà, je fais un coucou encore aujourd'hui, qui est l'un de nos meilleurs coureurs du 10 km en France. Le club de basketball féminin de Charleville-Mézières aussi que j'accompagne. Vous voyez, ça touche à tous les sports, à la préparation physique, parce que ça vient en plus. Mais la préparation physique générale, c'est aussi pour vous, moi, mon voisin, ma voisine, de peu importe l'âge, pour avoir vraiment renforcé son corps, le rendre fonctionnel à 100% et qu'il ne soit plus une entrave, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire il bride, il nivelle par le bas mon quotidien. C'est-à-dire, parce que je suis pas au top du top, eh ben, les escaliers, je vais les éviter, je vais me lever groggy, je vais pas pouvoir porter mes courses, etc. Et bon, bah, je vais pas prendre mon vélo pour aller faire les courses. Je vais prendre ma voiture. Et je nivelle par le bas sans arrêt. Et ça peut, voilà, un préparateur physique, il peut aussi s'adresser à voilà, un athlète olympique comme monsieur et madame tout le monde pour améliorer voilà, cette physicalité. Allez, encore toute une série de bonsoir. Bonsoir de Nice, bonsoir du Tarn avec Geneviève, bonsoir du Canada également qui est présent. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Bonsoir de la Carène-Colombe, bonsoir de l'Île-de-France avec Eric. Vic est à Clermont-Ferrand, Marcel dans le Loiret. Franchement, tous. Genève également est présent. Merci beaucoup, Maline, de venir suivre Pierre qui est là encore. Dernière casquette, Pierre. À côté de celle de naturopathe, à côté de celle de préparateur physique, vous êtes aussi un préparateur mental. Ça veut dire quoi? Ça, c'est très intéressant parce que ça se démocratise depuis peu de temps, en fait, dans le monde du sport et même dans le monde de l'entreprise. Préparateur mental, il va évidemment s'intéresser à la gestion des émotions, gestion du stress. Alors moi, j'utilise beaucoup le froid, c'est-à-dire les bains froids, les bains glacés, c'est-à-dire un stress très, très intense. Comment je fais pour diriger mon mental, calmer mes émotions, rester maître de moi-même, rester en contrôle. Les techniques de respiration, l'apnée, j'aime beaucoup le travail des apnéistes. Bref, c'est une casquette qui devient de plus en plus populaire dans le monde du sport au départ, hein, évidemment, on comprend pourquoi, mais maintenant en entreprise, et puis pour monsieur et madame tout le monde qui, c'est vrai qu'on vit une époque très anxiogène, il ne faut pas se le cacher, hein, je pense qu'on peut tous le constater, et la gestion de l'angoisse, du stress, on va voir un sophrologue, on va voir, on fait appel à un professeur de yoga pour voilà, faire de la méditation, etc. Donc, c'est de nouveaux métiers. Et le préparateur mental, il gagne en popularité ces derniers temps. L'île, l'Alsace, la Martinique également vous salue ce soir, Pierre. Alors, ce soir, pour tout le monde, vous allez nous entraîner sur quel chemin? Quel parcours va-t-on faire ensemble à propos de ce corps dont on va tenter de faire en sorte qu'il soit fonctionnel, qu'il réponde à tout ce qu'on lui demande, de tout à fait normal dans notre quotidien? Ce soir, vraiment, ce que je veux vous donner, c'est une démarche. C'est-à-dire vous rendre autonome. Vous amener du point A au point B. Comment faire pour rendre mon corps fonctionnel et aussi plus performant au fil des semaines et au fil des mois. C'est-à-dire, je vais avoir une vision. Ok, alors je sais les step by step, comme disent les Américains, les étapes. Voilà, les prochaines étapes, qu'est-ce que c'est? Ce soir, vous saurez. Voilà, au bout et ce qui est dingue, Thierry, c'est que cette démarche-là, peu importe que ce soit Madame Michou d'à côté ou Monsieur Dupont de 65 ans qui est mon voisin, ou Pierre Bordeaux, vous pourriez le demander, hein, Pierre Bordeaux, voilà, futur, je suis sûr, médaillé olympique, la démarche reste la même. C'est-à-dire que la personne vient me voir, je vais lui faire telle étape, je vais vérifier, je vais faire tel check-up pour voir surtout comment on va voir aujourd'hui au niveau du système nerveux, comment ça s'allume, au niveau du système musculaire, comment il y a du contrôle, comment on construit et comment on progresse par la suite. Donc aujourd'hui, c'est la démarche. Et la démarche, vous avez dit, Pierre, attention, c'est une démarche de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça peut s'étaler comme cela sur 3 mois, 4 mois au total. Bien sûr. Alors un bon coach la tension musculaire, un mauvais coach toujours une espèce de règle, coach une posture. C'est-à-dire que tout est à individualiser. Donc un bon coach, normalement, il vous répond, ça dépend. Donc si vous dites, ça dure plusieurs mois, etc., franchement, quelqu'un qui a un niveau athlétique, ça va aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui est très sédentaire. On comprend bien. Mais oui, en effet, quand on construit un corps, c'est sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre à changer des choses qui sont là depuis 50, 60 ans et qui n'ont pas bougé. Faut être clair. Mais c'est toujours potentiellement à améliorer, bien sûr. Allez, commençons, on se remet entre vos mains, Pierre. Nous sommes partis pour plusieurs semaines. Dans les premières heures, les premières minutes même, nous allons travailler sur quoi? De quoi va-t-on
faire les premiers réglages ou les premiers contrôles? Alors, le plus important comme j'ai dit, je fais un check-up quand quelqu'un vient me voir et que j'accompagne, etc. La première chose que je regarde, c'est les patrons moteurs, le système nerveux. C'est vraiment de ça dont on va parler dans un premier temps. Le système nerveux. Anne, tu peux peut-être commencer à nous montrer tout de suite une vidéo d'un certain monsieur que vous allez reconnaître. On va avoir une vidéo, là, vous allez tous voir cette vidéo d'un grand sportif français qui n'est autre que le plus grand judoka de tous les temps, Teddy Riner, qui s'entraîne, et vous allez voir, regardez bien les mouvements qu'il fait, stimuler la plante du pied, les mouvements de la tête, on lui fait toucher le bout du nez avec les doigts, voilà. Tu peux remettre, voilà, ouais, super, voilà, la tête, et voilà, ces mouvements aussi de coordination. Super. Et les yeux. Vous voyez ça, voilà. Ça, je vous propose qu'on le fasse ensemble ce soir. Ok. Alors, ce qu'il fait, c'est bon, tu peux nous enlever la vidéo, super, parfait. On voit au début, il lui frotte une balle sur les mains. C'est celle-ci, hein, ça s'appelle un Neurospike. Le préparateur physique de Teddy Riner, c'est un ami à moi, donc c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir cette vidéo sortir sur Facebook. Donc, Teddy Riner, on se dit, bah, c'est le sportif médaillé olympique, c'est le plus grand sportif au monde, etc. Il va pas faire les mêmes exercices que monsieur et madame tout le monde. Bah si, exactement. Parce que le système nerveux, il faut le réveiller. Et on a tous les mêmes sens, c'est-à-dire la vue, l'audition, l'odorat, le vestibulaire. Alors le vestibulaire, c'est le sens de l'équilibre qui est géré par notre oreille interne, vous savez, les utricules et les saccules. Et ces utricules et saccules dans notre oreille interne, elles réagissent à l'accélération linéaire et à l'hochement de la tête, le positionnement de la tête. Donc la vue, on l'a dit, le toucher, le tactile. Et bien tout ça, il faut le réveiller. Et s'il y a un impair, c'est-à-dire que si vous avez un sens qui est sous-développé, le corps va créer des phénomènes de compensation. Donc, hop, il élève une épaule, il déplace la hanche, il déplace le genou, et tout ça, ça crée des déséquilibres. Donc, on va faire un petit test, tous ensemble. Je vous montre, vous pouvez le faire à la maison, évidemment, mais je vais vous le montrer d'abord au niveau de l'amplitude de mon épaule. L'épaule, c'est une articulation qui est très complexe parce qu'elle est dite flottante. Donc, c'est souvent une articulation qui fait mal, comme la hanche, comme le genou, parce qu'elles sont complexes, justement. Je me mets de profil, et vous allez voir, je vais essayer de faire une rotation externe le plus loin possible. Donc, je me mets de profil, je mets le coude dans l'axe de la caméra, et là, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Donc, vous voyez à peu près là où je suis. Je ne triche pas, hein, je vais à mon maximum. Ok, vous pouvez faire à la maison, vous essayez de repérer dans l'axe un point. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais loucher sur mon doigt. Je vais mettre mon doigt devant moi. Je vais loucher sur mon doigt. Je vais l'éloigner. Et puis, je pars sur le côté sans bouger la tête. Je pars sur le côté sans bouger la tête et je suis le doigt avec ma vision périphérique. D'accord? Je fais l'autre main. Donc, je louche. Mon doigt se rapproche. Et ma main part sur le côté sans bouger la tête. Je suis avec ma vision périphérique. Je ne bouge pas la tête. Hein. On refait ça. Ok. On refait le test. Donc, on lève le coude. On va chercher là. Et là, j'étais à peu près là. Hein, j'étais à peu près là. C'est-à-dire que c'est un principe tout simple. C'est que le cerveau, il se demande tout le temps, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je suis en sécurité? Et est-ce que la prochaine action est sécurisée? C'est-à-dire, est-ce que là, en ce moment, je suis en sécurité? Et est-ce que ce que je vais faire bientôt, là, la prochaine action, c'est un acte où j'ai de la confiance? C'est-à-dire, il n'y a pas trop de risques. Sans cesse, il se pose cette question-là. Et à la moindre insécurité, il envoie un signal de douleur. Vous savez que la douleur, là, ce qui m'empêche d'aller plus loin dans mon amplitude, c'est uniquement mon cerveau qui dit stop. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ça casse un dogme, et j'espère que dans ces webinaires, on casse des dogmes. C'est-à-dire que pour être souple, il faut s'échauffer, faire des moulinets pendant 5-10 minutes, il faut s'échauffer. Je ne suis pas très sûr que ça, parce que finalement, les tissus que l'on a, que ce soit les fascias ou les muscles, ils sont dirigés par notre système nerveux. Et si lui, on n'a pas réveillé les sens, dont le visuel, dont tous les autres qu'on a vus, Teddy Riner qui faisait là, le cerveau va brider en fait notre amplitude, notre mouvement, et va nous faire douloureux. Hein. La douleur, elle est là pour une bonne chose, c'est pour dire au corps, n'y va pas.
il y a du risque. Donc, tout d'abord, avant tout, je fais le check-up avec mon athlète, mais chez vous, vous pouvez le faire avec, si vous avez une balle à picot, vous savez, vous pouvez trouver dans les magasins de sport, il y en a partout. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez une fourchette à la maison. Alors, on y va tranquillement, hein, on va pas se faire mal, mais vous activez tout simplement le tactile. Le tactile ici, voilà, quelque chose de légèrement pointu, mais voilà, on va chercher. Ici également, plante de pied comme faisait Teddy Riner. Pourquoi le tactile? Est-ce que, Anne, tu peux nous montrer la première image de l'homoncule, c'est-à-dire la représentation du corps dans le cerveau, s'il te plaît. Et on va voir à quel point c'est intéressant de voir que les informations qui remontent du corps ont des places énormes dans le cerveau. On peut voir, vous voyez, la main et le visage, à quel point ça prend une proportion incroyable de notre cortex, vous savez, la couche externe du cerveau. Ça, c'est rien que pour le tactile, le toucher. Et c'est totalement logique parce que quand on est un bébé, on marche à quatre pattes et c'est très important d'être très sensible au niveau de la paume des mains et des plantes des pieds pour pouvoir agripper le sein de la mère et pouvoir téter. Mais ça, il faut qu'on marche à quatre pattes et il faut qu'on s'en désensibilise en devenant adulte. Est-ce que tu peux montrer la prochaine image maintenant, s'il te plaît, Anne, qui est, voilà. Il y a des artistes qui sont amusés à représenter le corps humain et les parties du corps humain aussi grosses ou aussi petites que leurs sensibilités qui sont représentées dans le cerveau. Et comme les mains ont une place énorme dans le cerveau, c'est-à-dire je peux toucher le bout de mon doigt. Si Thierry, vous touchez le bout de mon doigt, je pourrais dire exactement où est-ce que vous avez touché. Si par contre, dans mon dos, vous arrivez, vous touchez un endroit, je suis pas très sûr de l'endroit où vous êtes touché. Pas si c'est pas trop en haut, pas trop en bas. J'ai une qualité, en fait, de ressenti dans les mains qui est telle que ça prend une place énorme dans le cerveau. Et si on représentait dans le corps humain une statue qui représenterait ce cerveau, il serait un peu difforme comme ça. Pareil pour la bouche et les lèvres, on sait à quel point on peut sentir quand on a un tout petit cheveu dans la soupe. On le sent tout de suite. Et c'est parce qu'on a cette sensibilité-là. Bref, le tactile, on le réveille. Le visuel, on fait des exercices de focus, voilà, où on fait une convergence, une divergence, on utilise la vision périphérique, etc. Pour le vestibulaire, l'équilibre, tout simplement en étant assis ou debout, mais vraiment en position sécurisée. Hein. Tu peux enlever l'image, Anne, je te remercie. Très simplement, on a dit le vestibulaire, l'oreille interne, le sens de l'équilibre, vous savez, c'est ce qui donne aussi le vertige. Alors, si vous avez sensation de vertige très facilement, quand vous montez sur une chaise ou une table, c'est peut-être une piste pour vous dire que vous avez le sens du vestibulaire qui a besoin d'être travaillé. Pour ça, c'est très simple. On peut faire des hochements de tête, tout simplement. On peut faire un 8, parce que comme je vous ai dit, il y a certaines structures dans le cerveau, au niveau des oreilles internes, qui gèrent la position de la tête. Et puis, on va faire des accélérations avec les yeux fermés, plus ou moins vite. Et là, c'est vraiment, ça réagit en fait à l'accélération linéaire. Tout ça, là, vous devez sentir que la tête, elle commence à faire wouh. C'est parfait. Donc, on a dit ces trois sens-là. Et puis après, on a vu Teddy Riner se toucher le bout du nez avec le doigt, comme ça. Hop, hop. Ça, c'est réveil de la proprioception, c'est-à-dire mon corps dans l'espace. Est-ce que je représente bien où est mon pied droit par rapport à mon pied gauche, etc., dans l'espace? Et est-ce que les yeux fermés, j'arrive parfaitement à toucher le bout de mon nez avec mon majeur? Eh bien, parfois, même si c'est des super sportifs que j'entraîne, je peux vous dire que il rate un peu la cible, il tape un peu en bas. Ça veut dire que c'est problématique pour un joueur de tennis, par exemple. Mais pour monsieur et madame tout le monde, quand ils vont conduire leur voiture, vous pensez pas que c'est problématique aussi? C'est exactement la même chose. Donc ça, ce sont des check-ups au niveau sensoriel que je fais pour tout le monde et qu'on devrait tous faire au lever du lit. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est comme, on en avait parlé avec Thierry en préparant ce webinaire, j'ai utilisé cette analogie, c'est comme jouer aux fléchettes avec un bandeau sur les yeux. C'est-à-dire que le corps, il ne sait pas où il est, et il ne sait pas à quel jeu on joue. Et donc, comme je vous l'ai montré avec l'épaule, il met des brides, il met des barrières, il envoie des signaux de douleur pour pas qu'on y aille parce qu'il n'est pas sécurisé. Il faut le rassurer, le cerveau. C'est ça qui est la première étape. Précisons bien, avec ça, on n'est même pas dans l'échauffement. On réveille simplement toutes les parties de notre corps dans l'espace. Nous sommes d'accord?
C'est ça, j'appelle ça une activation. Et ça prend 5 minutes, hein. C'est-à-dire, Oui, vous avez vu, hein, on prend le truc, on fait ça 5 minutes, on fait ça au réveil, on fait ça surtout si on est blessé. Et j'accompagne une athlète en ce moment qui a une fracture de la cheville et c'est très important de stimuler le système nerveux à ce niveau-là. Mais en effet, c'est pas vraiment un échauffement, hein. C'est juste un réveil sensoriel. mais si on revoit les images de Teddy Riner de tout à l'heure, il y passe du temps. Je veux dire par là, c'est un athlète comme vous avez dit, mais il ne prend pas ça du tout à la légère. En tous les cas, sur les images, on le voit bien. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux dans la progression de son entraînement, de son échauffement, de sa préparation. Bien sûr, parce que je suis convaincu, parce que vous savez que j'ai les 3 casquettes, hein, préparateur physique qui recherche la performance généralement pour l'athlète, naturopathe qui recherche la pleine santé, et on oppose très souvent, et malheureusement, moi je pense que c'est une erreur, pleine santé, recherche de la pleine santé et recherche de la performance. C'est-à-dire, les deux ne sont pas compatibles. Il y en a qui disent, voilà, soit tu es en pleine santé, soit tu recherches plus la performance sportive, etc., mais c'est au détriment de ta santé, de ta longévité, etc. Alors, moi, je pense vraiment que rechercher la pleine santé et être en pleine santé peut nourrir la performance. Par contre, rechercher mordicus la performance peut être en effet au détriment de sa pleine santé. Et donc, Teddy Riner, il a bien compris ça. Il s'est dit, si j'ai pas tous mes sens qui sont au top niveau, comment je pourrais être champion olympique? Et donc, il joue sur ça. Et s'il a gardé cette routine de travail, c'est bien que voilà, il y a eu des Donc, dans la démarche qui consiste à reprendre un corps fonctionnel à 100%, vous dites il va falloir retravailler cette primauté de tous nos sens, la vue, l'oreille interne, le tactile, avez-vous dit, mais également le positionnement de l'ensemble de mon corps dans l'espace. Une fois qu'on a fait ça, deuxième grande partie de la démarche, deuxième pas, deuxième étape. Alors, deuxième étape, je regarde vraiment si chez cette personne-là, encore une fois, tout le monde, il y a une connexion cerveau-muscle qui est efficiente. On en a parlé au précédent séminaire, un précédent webinaire, c'est-à-dire à quel point j'ai mon système nerveux qui est vraiment le courant électrique qui allume mes muscles, à quel point j'en suis en contrôle. Si je suis capable ou non d'activer par exemple, mes muscles fessiers, volontairement. Est-ce que là, je suis assis sur ma chaise, là, je mets mon doigt dans ma fesse, est-ce que je peux contracter dur mes fessiers? Et si j'y arrive, est-ce que c'est un peu dur? Ou est-ce que c'est très très dur, c'est dur comme de la pierre, je sens vraiment que j'utilise tous mes muscles fessiers? Bon, ça nous donne un premier repère. Mais on peut faire ça avec tous nos groupes musculaires, c'est-à-dire les pectoraux, les biceps, etc. Et ça, si on n'a pas un corps qui répond du tac au tac, volontairement, il va pas répondre quand on sera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en train de monter des escaliers, de faire son vélo, de soulever voilà, les packs de course ou de prendre son enfant dans les bras. Il sera pas fonctionnel. Donc, il va mettre, encore une fois, des mécanismes de compensation et peut-être utiliser des muscles qu'il a plus l'habitude d'utiliser d'habitude, mais qui sont pas très forts et qui n'ont rien à faire là. Et ça va créer des douleurs, une déchirure, etc. Donc ça, connexion cerveau-muscle. Très simplement, j'utilise des patterns de mouvement, donc des schémas cinétiques qui sont ceux de l'être humain, c'est-à-dire sauter, pousser, courir, tirer. Voilà. Tout simplement, tirer quelque chose de lourd, pousser quelque chose de lourd. Donc, on peut se mettre au sol pour faire des pompes, on peut faire des travails de tirage, peu importe. Je m'adapte toujours à la personne, évidemment. Peu importe le niveau athlétique, on peut faire très facilement des analyses comme ça. Donc, voir si on est en contrôle du corps. Ça, c'est la connexion cerveau-muscle. C'est à quel point votre système nerveux vous êtes en contrôle de vos muscles. Deuxième étape. Une question de Marie-Noël. Avez-vous des exercices pour la vue, pour ceux qui passent beaucoup de temps sur un ordinateur? Ouais. C'est une question peut-être un peu décalée, mais je la trouve intéressante. Elle est pas décalée du tout. Quand on est donc sur un ordinateur, quelque chose de figé dans un point référentiel qui est très proche, on utilise surtout la vision conique. Vous savez, dans la rétine, au fond de la rétine, on a les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets, donc la vision conique, évidemment, on sent la forme du cône, donc qui zoome sur quelque chose de proche. Donc votre smartphone, l'ordinateur, un livre, vision conique, c'est précis. Par contre, c'est flou sur le côté. Hein, c'est fait pour voir quelque chose de précis et être focus. Vision périphérique, ceux qui font des sports de combat le savent très bien. On voit beaucoup mieux un adversaire, le mouvement de l'adversaire quand on est à 30 degrés plutôt que quand on est en face de lui. Parce que les cônes voient bien sur les côtés. Alors c'est flou, par contre on détecte le mouvement.
pour ça que quand vous marchez en forêt, etc., vous pouvez détecter un mouvement qui bouge sur le côté sans savoir ce que c'est. Par contre, vous avez vu quelque chose de bouger. Donc, pour les personnes qui sont hyper focus toute la journée, et bien sûr, en physiologie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc, il faut réutiliser des choses qu'on met de côté. La vision périphérique, on s'en sert plus de nos jours, c'est sûr. Donc, tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure. On fait partir un point et on le suit du regard sans bouger la tête. Et là, mes yeux regardent complètement de ce côté-là. Hein. Idem de l'autre côté. Évidemment, on peut partir vers le haut et vers le bas. On peut faire des ronds, etc. Donc là, vous allez voir que les yeux, et vous savez, Thierry, j'aurais dû vous le dire dès le départ, mais je trouve que vous avez un très beau cerveau. Parce que vous le voyez, non, oui. en fait, il n'y en a pas du tout. C'est ça le problème. C'est pas ça, c'est que on est constamment face au cerveau de nos voisins, de nos amis, et même le vôtre, votre cerveau, vous le voyez constamment parce que vos yeux sont des prolongements de votre cerveau, littéralement. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez un cerveau de fœtus qui se développe, le cerveau va littéralement envoyer 2 morceaux de lui-même vers l'avant et ça va devenir vos yeux. Donc là, ça c'est un morceau de votre cerveau. C'est ce qui informe directement votre cerveau. Donc voilà, il faut jouer là-dessus. Il faut lui donner le maximum d'informations et des informations différentes pour le rassurer. Le capteur visuel, c'est un des capteurs les plus importants. Y a-t-il des gestes, donc je suis maintenant dans la connexion, avez-vous dit, nerveuse, muscle, cette électricité qui va faire que mes muscles fonctionnent ou pas? Et on va tester tout. Est-ce que toutes les connexions fonctionnent? Y a-t-il des exemples, avez-vous des exemples de gestes où je me rends compte, la connexion n'est pas bonne ou même elle n'est plus là? Alors, pour moi, le plus facile, vraiment l'exemple type, ça va être tout ce qui travaille de tirage. Parce que c'est vrai que la chaîne postérieure, c'est-à-dire les muscles du dos, l'arrière des épaules, les muscles fessiers, les ischio-jambiers, tout ce qui est derrière nous, en fait, on ne s'en sert plus. On est une société de l'avant. On est devenu une société de l'avant où on est sur les écrans, les smartphones, on est recroquevillé, on est on essaie de se protéger des autres, etc. On est beaucoup moins ouvert qu'avant. Ce qui fait que les muscles du dos, ils sont plus du tout utilisés, ils sont très étirés. Et dès qu'on veut faire un travail de tirage, donc si vous voulez tirer quelque chose de lourd à vous, soulever quelque chose de lourd du sol, vous avez besoin des muscles qui sont dans la chaîne postérieure. Et là, généralement, rien ne s'allume. Ce qui fait que, alors, je prends l'exemple des tractions chez les sportifs. Vous savez, les tractions, c'est quand ils sont suspendus à la barre et ils se montent jusqu'à la barre. Là, c'est surtout pas les bras qui doivent tirer. Enfin, ils vont tirer secondairement. C'est surtout pas les trapèzes. Vous savez, les muscles là, où on voit que les épaules montent. Les épaules doivent connaître une dépression. Et on doit utiliser ces grands muscles, les dorsaux, qui donnent la taille en V. Vous savez, aux bodybuilders qui se tiennent comme ça, ils ont une taille en V. Ça, c'est des muscles qui sont énormes. Ça, c'est un très bon exemple de la bonne connexion cerveau-muscle. C'est-à-dire que si vous voulez tracter votre propre poids, soulever quelque chose de très lourd, il faut utiliser des muscles qui sont costauds, énormes. Vous pouvez utiliser des tout petits bras, là, des tout petits biceps. Ça, c'est peanuts, ça, comparé à ce dos de gorille qu'on a vraiment. Hein. On partage des gènes avec le gorille. C'est pas pour rien. On a un dos qui est énorme, il faut s'en servir. Et ça, peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, j'ai 65 ans, j'ai pas de muscles dans le dos, etc. Non. Si vous êtes toujours là, si vous avez des muscles dans le dos, je peux vous assurer que vous utilisez sans doute que 20% du potentiel musculaire que vous avez. Et c'est comme une guirlande électrique qui n'est pas allumée, les systèmes musculaires. Il faut que vos nerfs réallument tout ça, et une fois que c'est réallumé, la force se développe. Voilà. Donc, il s'agit bien ici, pour tous ces exercices-là, on vérifie la connexion, c'est-à-dire qu'on y va en douceur. On n'est pas sur de la force, des choses comme ça. On vérifie. Bien. Il y a une question intéressante également. Je n'ai pas bien compris, dit cet auditeur ou auditrice, je n'ai pas bien compris pour les exercices pour les yeux, et effectivement, ça mérite peut-être une explication. Doit-on, première version, Pierre, je ne cesse de regarder devant moi tandis que le doigt part vers la droite ou vers la gauche et je sais à un moment donné où il n'est plus dans mon champ de vision. Est-ce que c'est cet exercice-là que je dois faire ou bien je garde bien ma tête devant moi et mon œil va suivre mon doigt le plus loin possible et donc il y aura les muscles des yeux qui vont diriger les yeux. Quel est le bon exercice que vous recommandez ?
Les deux, mon capitaine. Ah, les deux. Bon. Les deux sont très bien. On comprend bien que si le regard reste fixe, je vais beaucoup plus utiliser ma vision périphérique. Hein, ça c'est clair. Si par contre, je suis mon doigt au maximum et je l'accompagne par mes yeux, ma vision périphérique va se déclencher, entre guillemets. Je vais rester sur le conique, si vous voulez. Je vais rester focus et je vais arriver à faire le point de focus plus longuement. Donc, les deux sont très bien. Il n'y a pas... Voilà. Mais tout travailler, c'est très bien. Faire une convergence, loucher un petit peu et repartir. Puis, travailler vraiment avec les yeux fixes. Puis, travailler avec... On appelle ça en poursuite dans ces exercices-là. Travailler en poursuite, c'est-à-dire que mon regard va suivre le doigt, toujours avec une tête fixe. Sincèrement, les deux sont très bien. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Dans votre expérience, en moyenne, pour faire le check-up de cette connexion nerf-muscle et de la faire bien et de remettre tout en route et de bien allumer, ça peut prendre combien de temps? 15 jours, 3 semaines? Oui, parfois plus, parfois 4 à 6 semaines, c'est pour certains groupes musculaires et certaines personnes qui n'ont vraiment jamais pris soin de s'y attarder. Et après, oui, certains athlètes ou sportifs qui ont l'habitude, les sportifs du dimanche, comme on dit, les gens qui ont l'habitude de bouger, etc. Ouais, ça peut aller vite, c'est sûr. Surtout qu'on peut utiliser vraiment des exercices type des postures de yoga au sol. On en reparlera d'exercices que je propose dans la formation, mais voilà, c'est des exercices avec des élastiques, avec des accessoires, etc. Ça peut aller très vite, c'est vrai. Première étape donc, vérification des sens, remise en route des sens. Deuxième étape, connexion nerf-muscle. Et on remet ça en route au petit à petit. Vous avez dit, j'aime beaucoup le verbe, on allume à nouveau tout ce qui est en nous jusqu'au plus petit dernier muscle. Il faut bien tout contrôler. Est-ce que vous savez, j'en sais rien, mais savez-vous combien on a de muscles à peu près? 200, voilà. 300, l'ordre de grandeur? Ça doit être beaucoup quand même, c'est énorme. Alors, c'est ça le problème, c'est que on classifie par groupe musculaire. Vous savez que le biceps, par exemple, on dit le biceps, mais en fait, il y a plusieurs biceps. À l'intérieur, on dit le quadriceps, et puis il y a plusieurs faisceaux. Donc en fait, selon la nomenclature, ça peut être 10, 20, si on parle de groupe musculaire, jusqu'à plusieurs centaines, si on délimite chacun des muscles. Donc, non, je ne saurais pas vous donner un nombre comme ça. Merci beaucoup. Non, merci Pierre. Si vous l'aviez su, on vérifiera de toute façon sur Internet. Très bien. Troisième étape. On avance. Troisième étape. Imaginons le check-up ou bien la remise en route est faite, c'est bon, nous pouvons progresser. Troisième étape, de quoi s'agit-il? Eh bien oui, quand je sens que la personne est en contrôle de son corps, que tout peut être recruté plus ou moins de manière qualitative, bon ben, on aurait pu dire, avant de construire, il faut connecter, il faut connecter les choses avant de construire, et maintenant, maintenant qu'on a construit, maintenant qu'on a connecté, on peut construire une masse musculaire, un corps qui est fonctionnel, c'est-à-dire repérer là où musculairement il manque vraiment du tonus. Chez certaines personnes, c'est vrai qu'il manque carrément de la masse, c'est-à-dire des personnes trop minces, ça arrive, donc il faut remettre de la densité musculaire. D'autres, c'est juste une histoire de tonus. On va pas se transformer en Schwarzenegger, ça n'a jamais été mon principe. Moi, c'est rendre des gens fonctionnels qui m'intéressent. Si j'ai accompagné aussi des bodybuilders, il n'y a pas de problème. J'accompagne tout type de sportifs, mais c'est rendre le corps fort. Et il est déjà fort. On est un potentiel sur pattes. C'est juste qu'il faut rallumer en fait ces groupes musculaires-là. Donc, on a le potentiel sous-jacent qui dort. Il faut les allumer et ensuite, on peut travailler sur, encore une fois, un cycle de construction musculaire. 4 à 6 semaines, c'est très bien également, avec 3 séances par semaine. Et là, on va être vraiment sur des entraînements, sur une préparation physique qui va être toujours dans le plaisir de travailler avec des schémas cinétiques de mouvement qui vont être intéressants. Et comme on l'avait dit dans le premier webinaire, c'est très important de comprendre ce qu'on fait, ressentir ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, parce que ça dépendent deux neurotransmetteurs très importants qui sont la dopamine et la testostérone. La testostérone qui est davantage une hormone. Et la testostérone, c'est le facteur de croissance pour les hommes et pour les femmes aussi. Les glandes surrénales des femmes aussi font de la testostérone, même si elles n'ont pas de testicules pour en fabriquer. Et ce facteur de croissance-là, c'est l'un des plus puissants pour recréer de nouveaux tissus. Non seulement musculaires, mais aussi osseux, mais aussi conjonctifs. Tous les tissus en fait du corps, pour les renouveler, il nous faut des facteurs de croissance. Et j'aime à dire souvent, alors c'est pas moi qui l'ai dit de cette phrase, c'est certains coachs, disent que les groupes musculaires, c'est les organes de la santé. C'est-à-dire que
avoir des muscles fonctionnels, c'est eux qui ont le plus d'impact sur votre glycémie sanguine, c'est eux qui ont le plus d'impact sur vos hormones, c'est eux qui ont le plus d'impact sur la densité osseuse. C'est très important d'avoir une densité musculaire fonctionnelle pour non seulement être en mouvement sans douleur, comme on l'a dit au début, mais aussi être en pleine santé. C'est ça aussi qui est quand même le top du top. Vous avez dit, chez des personnes un peu malingres ou bien qui depuis longtemps n'ont plus fait de sport, il s'agit de reconstruire de la masse musculaire. On n'a pas suffisamment de volume à ce moment-là. Il faut construire. Bien. Ça prend combien de temps un muscle pour se construire? Parce que là, pour le coup, c'est biologique, c'est organique. Il y a un temps donné minimum, incompressible, j'imagine. C'est sûr qu'il faut compter en semaines, parfois en mois. Alors, il y en a qui font ça toute leur vie, hein, les bodybuilders, ils rajoutent du muscle toute leur vie. Hein. Mais l'important, c'est la qualité du travail. Et on sait très bien que la qualité du signal que j'envoie au corps, c'est sans doute ce qui est le plus important. Ça va jamais être la même chose. Si vous faites, par exemple, 5 pompes, je prends un mouvement, ça pourrait être 5 flexions, hein, toutes les heures, pendant 12 heures, donc sur toute la journée, à chaque fois que ma montre va montrer pile, à 8 heures, je vais faire 5 pompes. À 9 heures, je vais faire 5 pompes. À 10 heures, je vais faire 5 pompes. Je vais faire 5 pompes par heure. Donc au total, dans la journée, j'aurais fait 60 pompes. Mais ça va pas du tout me donner les mêmes résultats que si je fais ces mêmes 60 pompes en 10 minutes, en série de 20. C'est-à-dire, je vais faire 20 pompes, je vais me reposer 2 minutes, je vais faire 20 pompes. Le signal là va être beaucoup plus fort, instantané, très court, et le corps va se dire, ah, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de pas normal, il faut qu'on s'adapte. C'est-à-dire que la qualité du signal, le résultat est le même, hein, la quantité de travail, c'est toujours 60 pompes. Mais la fenêtre est complètement différente. Le signal est l'intensité est complètement différente. Donc cette qualité, non pas la quantité reste la même, mais la qualité de la chose est différente. Et ça fait un pont direct avec cette tendance très en vogue qui est le jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sauter le petit déjeuner, ne pas manger le matin, et condenser sa fenêtre alimentaire entre 12h et 18h ou 12h et 19h, même si on mange la même chose que d'habitude, les effets hormonaux et tout ce qui se passe dans le corps, c'est pas du tout la même chose. Le signal n'est pas du tout pareil. Et donc, on perd du poids, on est en meilleure santé, etc. Donc, la qualité de ce que vous faites est beaucoup plus importante que la quantité. Et ça, si on veut construire du muscle, il faut une qualité d'entraînement qui est une certaine quantité. Donc, pour construire, tout simplement, hein, pour choquer le muscle, c'est-à-dire pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il se renforce, il faut jouer sur 2 facteurs. Le stress métabolique, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau biochimique dans le muscle, les hormones qui sont relâchées, les molécules du système immunitaire qui disent qu'il y a de l'inflammation qui s'est créée, tous les signaux biochimiques locaux dans le muscle. Ça, c'est le stress qu'on appelle métabolique. Et le stress mécanique, c'est-à-dire qu'un muscle, c'est comme un scratch, une ceinture qui se tient à la main comme ça. Vous savez, un velcro qui se tiendrait comme ça. Ce sont des protéines d'actine et de myosine. Vous pourrez trouver ça sur Internet. C'est vraiment, si on zoome dans le muscle, c'est vraiment l'image que je vous donne là. C'est une pince qui se tient. Et bien ça, quand on va porter quelque chose de lourd, porter votre enfant, par exemple, plein de ponts d'actine et de myosine vont se faire et votre muscle va se contracter. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir porter votre enfant. Ça, c'est un stress mécanique. Et le plus dur du stress mécanique, c'est quand le muscle s'étire, que je relâche mon enfant pour le remettre au sol et que le muscle s'étire, mais qu'il y a quand même une tension et un poids. Alors là, tout le monde, les petites protéines lâchent et ça crée beaucoup de stress mécanique. Si vous jouez sur le stress métabolique et le stress mécanique en ayant un bon coach qui vous explique pourquoi on fait ça et comment il faut le faire pour prendre les bonnes postures, pour faire des pompes, etc., là, vous allez prendre de la masse musculaire fonctionnelle. Ça, c'est une très, très bonne stratégie. Voilà. Parfait. Myriam, Eric et Lise ont ensemble plusieurs questions. Certaines vous avez déjà répondu, mais je vais les reprendre dans l'ordre pour que tout soit clair. Je n'ai pas suffisamment de masse musculaire, je veux faire de la masse musculaire. Vers quel type d'exercice en construction? Attention, nous sommes toujours en construction. Vers quel type d'exercice dois-je me diriger? Si j'ai bien compris, Pierre, et vous me corrigez, je dois absolument stresser mon muscle, autrement dit, lui faire comprendre que mécaniquement, premier stress mécanique, mais également le stress métabolique, je dois lui faire comprendre qu'il se passe quelque chose, avez-vous dit. Ça veut dire, je dois, dans un temps donné,
lui faire faire un certain nombre de mouvements et d'exercices précis, tirer, pousser, etc. Il doit être au courant de mon intention, de ma volonté. C'est bien cela l'idée? C'est ça. Et si ça paraît nébuleux, je comprends tout à fait. C'est sûr qu'on est en train d'expliquer avec des mots ce que normalement on représente avec des gestes, donc Bien voilà. sûr. Mais tout simplement, si vous mettez un stress mécanique trop fort, c'est-à-dire vous prenez une charge trop lourde, vous allez faire qu'une seule répétition. Donc je fais qu'une seule répétition, ou je me mets au sol, j'essaie de faire une pompe, mais je fais une pompe et c'est mon maximum, je peux pas en faire deux. On comprend que le stress mécanique a été très très fort, mais le stress métabolique au niveau local, il y a eu rien parce que le temps sous tension, c'est-à-dire le temps sous lequel mes muscles ont été sous tension, ont été utilisés, a été trop court. Donc, à force d'expérimentation, et l'être humain fonctionne comme ça, au fil du temps, on s'est rendu compte que trouver une difficulté d'exercice qui permet de faire entre 8 et 12 répétitions d'un exercice, en sachant que la 12e est vraiment presque notre maximum. On pourrait en faire 13, mais ce serait trop dur et ce serait mal fait. Donc, entre 8 et 12, c'est apparemment ce que la science nous dit, une tension mécanique qui sera suffisante. Prenons encore les pompes, hein. Prenons les squats, prenons les flexions, peu importe. Je fais 12 pompes. À la 12e, j'en peux plus. C'est vraiment mon maximum. Je finis la pompe. Ah, ok. Entre 8 et 12, ça semble être le temps sous lequel je passe sous tension, donc entre une vingtaine de secondes et une trentaine de secondes d'effort, et un stress mécanique suffisant. Ça, je le répète 3-4 fois, c'est-à-dire je fais 3-4 séries. Ça, c'est évidemment un entraînement très typé, très type, mais pourtant qui marche très très bien, parce qu'on a à la fois du stress métabolique et à la fois du stress mécanique. Donc, pour tous les auditeurs qui regardent là, trouvez l'exercice est déjà qui vous plaît. Hein, c'est pas l'histoire de faire des pompes. Si les pompes depuis le lycée c'est un calvaire et que vous voulez plus entendre parler, c'est même pas la peine. Hein, mais trouvez l'exercice qui vous plaît, que vous aimez faire, qui est fun, que vous pouvez faire entre 8 et 12 fois. Hein, et la 12e elle devient vraiment dure. Et que vous arrivez à répéter en prenant un temps de repos suffisant, on va dire entre 1 minute 30 et 2 minutes. Vous pouvez répéter 3, 4, voire 5 fois. Donc 5 fois 12 répétitions. Ça, ce sera déjà un super entraînement pour renforcer le muscle, renforcer le corps. D'accord, merci beaucoup. Dernier point, l'âge impose-t-il une limite? Par exemple, j'ai une soixantaine d'années, je m'entraîne 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Est-ce que c'est inconsidéré, déconseillé? Tout dépend de l'intensité. Comme on a dit, l'intensité, c'est vraiment la qualité de ce que vous êtes en train de faire, est beaucoup plus importante que la quantité finalement de travail. Parce que vous pouvez très bien faire, comme vous avez dit, hein, j'ai 60 ans, je fais 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais 1 heure de quoi? Et à quelle intensité? Parce que courir le marathon à 20 km/h, même les meilleurs du monde n'y arrivent pas. Par contre, courir un marathon en marchant, tout doucement, au rythme de l'escargot, je suis sûr que vous, comme moi, on est capable de le faire. Bref. Donc, l'intensité, on peut pas être à 100% à fond, on peut pas être Usain Bolt qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes sur un marathon. On comprend bien, hein, on peut pas avoir ce rythme-là. Donc, prenons l'exemple d'une de mes clientes qui a la soixantaine largement passée. Bon, bah, son entraînement, ça va la mettre dans la même intensité que moi, que le mien, mais ses mouvements, évidemment, vont pas du tout être les mêmes, la séance va pas être la même, elle va simplement faire des flexions, va simplement aller au sol et faire des mouvements, des abdominaux, des pompes, etc., sur les genoux, etc. On va adapter tous les exercices avec des élastiques, etc. Mais finalement, le taux de fatigue, à côté de moi, ma séance où je mets des poids, je fais des trucs, je fais mon travail de gymnaste, je soulève des gros poids. Après, quand on se retrouve tous les deux à la fin de notre séance, on est autant fatigué de l'un que l'autre, on dit, oh là, c'était dur aujourd'hui, hein. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est le signal qui est envoyé au corps. Finalement, le signal, il est de la même qualité. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est vrai que les quantités sont différentes. Si on mesure, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Ouais. Toute dernière question, Pierre. Ouais. On a bien dit, on était dans la construction et ici, il faut être concentré sur son geste. Si je fais tous ces exercices, si je fais tous ces exercices-là avec un casque sur les oreilles, est-ce que ça ne casse pas finalement ma concentration et la qualité du signal que j'envoie? Exactement. C'est un sujet qui me passionne, qui me touche beaucoup parce que moi qui fréquente les milieux sportifs,
Non, c'est une plaie, mais tous les sportifs ne peuvent pas s'entraîner sans leur casque sur les oreilles. Et ça, je trouve ça assez terrible. Il faut bien faire la différence entre l'interoception et l'extéroception. L'interoception, c'est toutes les informations que j'ai qui remontent à mon cerveau depuis mon corps, depuis l'intérieur de mon corps. Donc, comment j'ai digéré ce repas, comment je me sens, où est-ce que j'ai des douleurs, etc. Ça, c'est mon interoception. Mon extéroception, c'est tout ce qui porte mon attention vers l'extérieur. Okay, donc, qui me pousse à l'action. Ça, c'est très dirigé par la dopamine. Hein. C'est le neurotransmetteur qui me donne envie de bouger, qui me donne envie de circuler. Si, à cause du casque, je suis constamment dans une forme de diversion de l'esprit, que mon interoception ne peut jamais se passer, je peux jamais écouter mon corps parce que j'ai sans arrêt une musique qui m'assourdit les oreilles, que je suis toujours plongé sur l'extérieur ou mon smartphone, vous comprenez bien que ça va être très difficile de développer une connexion cerveau-muscle. Hein. Donc, non, chez moi, généralement, dans mon gymnase, dans les gens que j'accompagne, j'ai dit pas de portable, pas de musique. Dans les premiers temps, en tout cas. Après, quand on est super aguerri, de temps en temps, dans la semaine, on met la musique à fond, on fait un entraînement rigolo, pas de problème. Mais quand vous travaillez vraiment de manière qualitative, c'est quand même l'écoute du corps qui est plus importante. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Oui. Je résume. On a commencé par réveiller les sens et cela a commencé par tout ce qui était la vue, puis ensuite l'oreille interne, et puis ensuite la position du corps dans l'espace. Exactement aussi, avez-vous dit, attention, il y a aussi toute la partie tactile. Deuxième point, c'est ce que nous venons de faire. On a d'abord, on a contrôlé toutes les connexions nerfs-muscles. Tout fonctionne. Maintenant, nous sommes dans la construction musculaire, troisième étape. Bon, une fois qu'on a fini la troisième étape, il y a encore une étape derrière ou pas? Alors là, c'est là où c'est magique. C'est-à-dire que passer ce tronc commun, pour moi, c'est un tronc commun. C'est comme un arbre. Hein. C'est vraiment la base de notre pyramide. Où dans cette pyramide, dans ces fondations ou dans ce tronc commun, je mets, comme j'ai dit, tout le monde. Les athlètes, comme monsieur, madame, tout le monde, doivent passer par ces trois étapes que vous venez de rappeler. Une fois qu'on a réveillé les sens, que le système sensorimoteur, c'est-à-dire les sens qui donnent naissance à la motricité, sont au clair et ça fonctionne bien. OK. Après, on a connecté cerveau-muscle, ça fonctionne bien. Volontairement, mes muscles fonctionnent bien. Après, j'ai construit une masse fonctionnelle. Les muscles sont non seulement allumés, mais en plus, ils sont résistants, résilients et ils ont du tonus. Et bien là, il est temps que je m'engage vers mon objectif personnel. C'est-à-dire vers le truc qui me fait vraiment kiffer, comme disent les jeunes. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'aime, c'est l'endurance? Les sports, j'adore le vélo, j'adore la course à pied, j'adore la natation, j'adore les sports de longue durée, en nature. Ok, mon truc, c'est l'endurance. Ok. Ou bien, est-ce que je veux faire du fitness? J'aime la construction musculaire, j'aime le cardio, j'aime construire un beau corps esthétique. Il ne faut pas se le cacher. Hein, il y a 90% des gens qui viennent me voir me disent « Je veux être belle ou beau dans le miroir. Hein, je veux juste aimer mon corps. » Et c'est tout à fait respectable. Ok, pas de problème. Ça, c'est un autre objectif. Troisièmement, il y a des personnes qui disent « Moi, je veux juste être en pleine santé. Je veux juste pas avoir de douleur. » Être en bonne santé, vieillir en bonne santé, la longévité, la santé-vité, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire le mélange entre la santé et la longévité, la santé-vité. Moi, c'est ça, mon truc. Éviter les mauvaises erreurs, etc. Ben ça, c'est plutôt une approche que j'appelle métabolique, c'est-à-dire prendre soin de son métabolisme. Et ça encore, c'est une autre catégorie, une autre voie, un autre objectif. Et selon l'objectif que l'on choisit, les protocoles qu'on peut faire d'entraînement, les séances qu'on va faire, sont complètement différentes. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire, il y a un grand coach qui s'appelait Charles Poliquin, qui était québécois, donc Poliquin en bon québécois, bon français du Québec, qui était le plus grand préparateur physique qu'on ait eu, et qui avait cette phrase, cette maxime qui disait « On ne peut pas être assis sur deux chevaux à la fois ». C'est-à-dire, on peut pas, en français, on dirait, on peut pas courir deux lièvres à la fois. Il faut choisir un objectif. Et en sport, c'est un peu vrai. Si vous voulez devenir bon en endurance, et que vous faites beaucoup de sport de salle, autre chose, du type un peu plus, comme on a dit, musculation, préparation physique, vous avez un peu deux objectifs en même temps, vous essayez de courir deux lièvres à la fois, vous deviendrez pas parfaitement excellent dans la natation ou dans le cyclisme ou dans l'endurance que vous voulez. Voilà, donc il faut faire un peu des choix là-dessus. On commence par quoi? Parfait. Alors, je vais lier la question que vous venez de poser. On commence par quoi?
à toute une série de questions qui se ressemblent. C'est celle de Jeanne, d'Odile, celle éventuellement d'Agnès également, qui va dans le même sens, Jean-Paul également, Christine aussi, Chantal, même chose, Nathalie encore, et même Denis. Voici la question. J'ai un âge respectable, mais où je me sens en pleine forme. 60 ans, peu importe, mais 60, 70 ans, peu importe. Mais voilà, je suis dans cette catégorie d'âge-là. Je souhaite remuscler et affiner les muscles en même temps. Bien. Que faire? Que faire? Voilà. Exactement ce qu'on vient de dire. C'est cette troisième étape de construction. Il faut bien comprendre que le muscle prend beaucoup moins de place au niveau du volume que la graisse. C'est-à-dire que quand vous allez prendre du muscle, vous allez paraître plus fin. Parce que non seulement vous allez consommer évidemment les réserves du tissu adipeux que vous avez stocké, mais en plus le muscle paraît raffermir la silhouette. Donc, n'allez pas croire que vous allez prendre des épaules de bodybuilder, etc. Ça n'arrivera pas. Hein. Même moi, je fais même du sport tous les jours. Vous voyez bien que j'ai un physique tout à fait normal, quoi. J'ai pas une corpulence à ne plus pouvoir passer les portes. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Surtout mesdames, parce que j'ai souvent ce retour des dames qui disent j'ai pas envie de me muscler parce que j'ai pas envie de prendre des épaules, etc. Vous inquiétez pas. Vous paraîtrez plus filiforme, encore plus filiforme. Donc, c'est cette troisième étape qu'on a décrite, où on fait vraiment de la construction, c'est-à-dire on fait à la fois un temps sous tension, c'est-à-dire suffisamment long, 8 à 12 répétitions, qu'on répète plusieurs fois, sur 5 séries par exemple, c'est très bien, de mouvements qui sont fonctionnels, donc les schémas de poussée, alors c'est vrai que là je peux pas vous montrer, je peux pas aller au sol, mais c'est très facile d'aller au sol et de pousser le sol, donc on va utiliser les pectoraux et les deltoïdes. Tirage, on prend un élastique, on tend, on fait un travail de tirage en salle de sport, vous trouverez un coach, vous serez accompagné pour faire du travail de tirage, il n'y a pas de problème pour les muscles du dos qui sont extrêmement importants pour notre posture et notre force, comme on a dit. Les jambes, on a les fentes avant, on a les squats, on a plein d'exercices, aussi les postures de yoga qui sont très bien à travailler pour tonifier le muscle. Là, franchement, si vous trouvez un bon coach préparateur physique dans le coin, il n'y a pas de souci, vous allez trouver de quoi travailler, pas de problème. Merci beaucoup pour ce retour en arrière. Merci pour la précision. Et donc ensuite, si j'ai bien compris, on peut commencer à exploiter. Mes muscles sont au point, je peux exploiter. Vous avez dit, que voulez-vous? Que choisissez-vous? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit cardio, qui soit intense? On est en salle, on va faire du fitness. Ou bien, on peut travailler l'endurance. Et vous dites, attention, pas l'un et l'autre. Choisissez. Alors, ça veut dire par exemple que dans un premier temps, pendant 3 mois, je peux faire de l'endurance. Les 3 mois suivants, je peux être en salle. C'est ça qui est beau, c'est que c'est jamais fini, il n'y a pas de fin. On peut naviguer selon ses envies et selon les saisons aussi, parce que c'est vrai qu'en hiver, on a plus tendance à être en intérieur, à vouloir faire des choses dans une salle ou etc. Et puis le printemps arrive, on a envie de faire du vélo, faire de la course à pied, faire de l'endurance. Donc vraiment, selon les saisons, on peut aussi varier. Le top du top, si on veut progresser, en effet, c'est de se focaliser sur une seule discipline. Parce qu'on a des filières énergétiques, c'est-à-dire nos cellules en nous, surtout au niveau des muscles, consomment le glucose qui est le carburant, vous savez, le sucre, la glycémie sanguine, le sucre qu'il y a dans le sang, et l'air, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'oxygène et du sucre pour que notre petite cellule et notre cellule musculaire turbine et fasse de l'énergie. Donc on a besoin des deux. Et bien ça, selon le type d'effort, selon si je soulève quelque chose de très très lourd, mais une seule fois, ou bien si je soulève quelque chose de léger, mais très rapidement et plein de fois, mes cellules vont pas du tout utiliser de la même manière air et glucose. Et ça, en fait, ça crée des adaptations après. Le corps, il comprend, il dit, ah, alors visiblement, mon corps fait 1 heure de vélo tous les jours. Alors, ce que je vais faire, puisque c'est un effort qui est long et répété et à une intensité moyenne, c'est que je vais augmenter mon glycogène, c'est-à-dire les réserves de sucre qu'il y a dans mes muscles, afin d'avoir plus de réserves de carburant et pouvoir tenir plus longtemps. Ça, c'est une adaptation que va faire le corps par rapport à un effort d'endurance. Et il faut optimiser, ça c'est mon conseil, c'est comme ça que j'entraîne les gens dans l'endurance, dont notre ami Pierre Bordeaux, dont je parle depuis le début, en course à pied, c'est de travailler sur la respiration. Parce que la respiration, l'arrivée d'oxygène, c'est vraiment ce qui conditionne notre santé cellulaire. C'est-à-dire que nos petites cellules, elles ont besoin de respirer aussi. Le but de la respiration, c'est pas de remplir les poumons. Au bout d'un moment, remplir les poumons, c'est bien gentil, mais il faut que nos petites cellules puissent respirer elles aussi. Et pour ça, il y a un travail de respiration qui est tout simple. On doit être
sensible, on doit être tolérant vis-à-vis de notre CO2. Vous savez, le dioxyde de carbone qu'on rejette là, on a besoin de savoir l'accumuler en nous. Bah, tout ça, ça passe par des exercices très proches de l'apnée, des apnéistes qui font des rétentions, poumons vides, poumons pleins, qui travaillent leur endurance comme ça. Et en fait, un athlète, s'il a une bonne tolérance au CO2, c'est-à-dire s'il peut l'accumuler en lui, ce CO2-là va permettre aux cellules de pouvoir respirer leur oxygène. Pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous, de scientifiques, vous pouvez regarder sur Internet et chercher l'effet Bohr, B-O-H-R. L'effet Bohr, que tous les médecins connaissent, c'est l'effet qui dit que le CO2 en nous n'est pas du tout un déchet qu'on rejette et qu'on recrache. En fait, c'est quelque chose de super important qui permet à nos globules rouges, vous savez, les petits globules rouges dans le sang qui trimballent l'oxygène, de relâcher l'oxygène aux cellules et permettre à nos cellules de respirer. Donc ça, c'est vrai. C'est, par exemple, pour l'endurance. Solène, Génie et Kabira vont maintenant à la racine des choses et vous disent ceci. Merci beaucoup, Pierre, pour tout ce que vous dites, mais enfin, il y a quand même une chose à la base, c'est la motivation. Y a-t-il des moments où on peut être moins motivé? Comment retrouver de la motivation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est aussi, dites donc, vous n'avez pas parlé du carburant pour tout ça. On mange des légumes, des champignons, on mange de la viande, du poisson. Qu'est-ce que conseil au quotidien, bien sûr. Bien sûr, Donc, bien sûr. motivation et alimentation. Et alimentation. Deux sujets qui sont passionnants et qui mériteraient 2 webinaires à eux tout seuls. Alors, la motivation. On a parlé juste avant que ça commence en off, Thierry. On a dit, mais quelqu'un qui joue de la guitare, qui aime jouer de la guitare, on va pas venir lui demander pourquoi tu joues de la guitare. Tu veux devenir Jimi Hendrix, tu veux devenir... Non, il va vous répondre, je joue de la guitare parce que j'aime la guitare et j'adore la musique et ça me fait vibrer, ça me fait kiffer, c'est mon truc à moi, donc je joue de la guitare, je me pose pas la question. En fait, il faut que vous trouviez la même sensibilité vis-à-vis de l'exercice physique et le mouvement. C'est-à-dire qu'on a un corps, il faut qu'il soit en mouvement, mais il faut faire ce qu'on aime avant tout. Il ne faut pas se torturer l'esprit et le corps toute la journée. Moi, je suis quelqu'un qui, c'est vrai, aime faire des pompes, aime faire la préparation physique. Mais je comprends très bien que c'est barbant pour certaines personnes qui vont dire non, mais moi, il faut qu'il y ait un jeu. Il faut qu'il y ait un adversaire, il faut que je joue au tennis, ben, pas de problème. Vous jouez au tennis. Il n'y a aucun souci. C'est juste une proposition que je vous fais pour rendre votre corps plus apte et fonctionnel. Donc la motivation, elle va être déclenchée surtout quand vous allez trouver des exercices qui vont vous faire vraiment vibrer. Et ça, je peux vous garantir que quand vous serez à la deuxième étape qu'on a décrit avec Thierry, qui est la connexion cerveau-muscle, vous dites oh là là, mais j'ai des muscles là qui bougent. Je pensais pas que j'allais avoir des muscles dans cet endroit-là de mon corps. Et on se sent vraiment en connexion avec son propre corps. C'est jubilatoire. Donc, vous allez y retourner le lendemain. Donc, la motivation, je me fais pas trop de soucis pour les premiers temps. Après, c'est vrai que quand on arrive à un certain plateau de performance dans, je sais pas moi, sa discipline, la course à pied, peu importe. Là, parfois, on peut arriver à des jours, j'ai pas envie de mettre les baskets, j'ai pas envie de sortir, etc. Ça arrive, c'est bien normal. Et cette motivation, elle est en lien toujours avec notre dopamine, qui est un neurotransmetteur qui est fait à partir de la tyrosine. Ça va faire un pont sur l'alimentation, deuxième question, qui est fabriqué à partir de la tyrosine. Je sais que sur Vivo Vojo, on a vraiment des cours magnifiques du docteur Mandelrieu sur les neurotransmetteurs, etc. Donc c'est peut-être pas nouveau ce que je vais dire, mais tyrosine, un acide aminé, donc c'est un morceau de protéine que vous trouvez dans les protéines végétales, animales. Je sais qu'il y a sans doute des véganes, des végétariens parmi nous, donc ils peuvent manger soit des œufs, soit du tofu, soit du tempeh, etc. Des omnivores, comme on pourrait dire, qui mangent un peu de tout. C'est mon cas, moi je mange un petit peu de tout, j'aime tout. Des produits animaux, de la viande, du poisson, des œufs, etc. Dans les produits qui sont riches en protéines, vous avez les précurseurs généralement de nos neurotransmetteurs, dont la dopamine. Donc c'est vrai que sous forme alimentaire, c'est important d'avoir les précurseurs, c'est-à-dire les briques de base qui vont donner les neurotransmetteurs, qui vont allumer notre fameux système nerveux et qui vont nous faire bouger, etc. Après, au niveau du carburant, c'était une question très juste, c'est-à-dire on a parlé de glucose dans le sang qui nourrissent la cellule, c'est vraiment le carburant, comme l'essence que vous mettez dans votre voiture, et même c'est plutôt le pétrole en fait, plutôt le pétrole qui est enfoui sous terre. Il faut qu'il soit raffiné. Et là, ça va casser sans doute un autre mythe dont on entend souvent parler dans le sport. Je suis content de le casser parce qu'il y a un grand monsieur en France qui s'appelle Didier Reiss, R-E-I-2-S, qui est l'un des plus grands préparateurs physiques en France, qui son cheval de bataille, c'est de casser le mythe de l'acide lactique.
Alors ça, on entend tout le temps parler. L'acide lactique, mon Dieu, c'est terrible. On regarde France 2, les Jeux Olympiques, qui disent « Oh là, les athlètes ont mal aux jambes parce que c'est à cause de l'acide lactique. » Il n'y a rien de plus faux. Alors là, vraiment, c'est un truc qu'on se travaille depuis les années 70. Le glucose, dans le corps, on a nos petites cellules là qui attendent, mortes de faim parce qu'on est en train de courir. Elles attendent de l'air et elles attendent du sucre, du glucose. Bon, ça peut être du gras aussi, mais elles attendent du carburant. Une fois qu'elles reçoivent le glucose, je vous ai dit, c'est plus le pétrole qu'il y a sous terre. Il faut qu'il soit raffiné. Ben là, c'est pareil. Le glucose arrive, et là, nos cellules, elles le brisent en deux. Et elles le transforment en lactate. En 2 pyruvates d'abord, mais ça devient du lactate. Donc, c'est-à-dire que c'est le sucre qui a été séparé en deux qui est devenu du lactate. Et lactate, ça vous fait penser à acide lactique. Et en fait, ce lactate, là, c'est vraiment l'essence que vous mettez dans votre voiture. C'est-à-dire, c'est plus du pétrole paraffiné, c'est l'essence de la pompe à essence. Ce lactate, c'est lui qui va venir nourrir la cellule pour fabriquer, vous savez, l'ATP, la molécule de l'énergie. Mais on a tous des limites. Une fois que le rythme s'emballe trop, on court trop vite, on court depuis trop longtemps, le système neuromusculaire n'arrive pas à suivre. Il y a plein de lactates qui sont faits, mais nos cellules, elles sont pas assez rapides. Il n'y a plus assez de transporteurs de lactates. Donc les lactates se retrouvent dans la circulation sanguine, avec une élévation du pH, c'est-à-dire plus d'acidité dans le sang. Et la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça a été mesuré, ils ont dit « Ah, il y a des lactates et il y a de l'acidité. On va appeler ça l'acide lactique et on va dire que c'est le grand méchant loup. » Non, pas du tout. En fait, c'est juste que c'est un carburant qui se trimballe là. Il est sur les lieux du crime, mais c'est pas le meurtrier. C'est pas le colonel Moutarde avec le chandelier non plus. Il a rien demandé à tout le monde. Mais voilà. Donc, pour résumer, on a besoin de carburant, c'est vrai. On en a parlé dans le précédent webinaire. Moi, je recommande une alimentation brute, non transformée, qui était là il y a 200 ans. Ça, c'est un très bon point de rappel, une heuristique que vous pouvez garder. Est-ce que dans mon assiette, c'était présent il y a 200 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent de terre, des carottes, des panais, des topinambours, des artichauts, etc., des asperges, des fruits, de la viande, du poisson? Est-ce que c'est de bonne qualité, bien sourcé, label rouge, bio, etc.? Est-ce que je fais attention à toute la qualité? Ou est-ce que alimentation transformée, des choses qui sont rectangulaires, avec des poissons avec les yeux dans les coins, comme dirait Coluche, est-ce que c'est ça que je mange? Bon, bah là, on comprend bien qu'on fait fausse route. Donc, le naturopathe que je suis ne peut que vous conduire vers une alimentation qui est proche de la nature et du bon sens, finalement. Merci beaucoup pour ces précisions. Voici que nous avons tout respecté. Nous sommes au bout de 3-4 mois et on a même pris un coach, Pierre. On a même pris un coach et tout va bien. Est-ce que l'on doit à chaque séance refaire ce que faisait Teddy Riner, c'est-à-dire pendant 2, 3, 4 minutes, je remets en route mes sens et puis ensuite je refais rapidement peut-être, mais je refais un check-up de tout ce qui est les connexions. Ensuite, dans la phase de construction, je peux échauffer. C'est peut-être ça, vous allez me dire. Et puis enfin, je peux tout de suite exploiter. On doit repasser toujours par la même chose. Non, repasser par l'essence, oui, tous les jours, au lever ou avant une séance de sport, mais vraiment, au lever, ça devrait être un automatisme, réveiller l'essence. Donc, repasser par l'essence tous les jours, oui. Après, la connexion cerveau-muscle, c'est vrai que je vais l'utiliser sous forme d'activation musculaire avant une séance. C'est-à-dire que si je vais faire une séance du dos, bah c'est vrai que je vais activer volontairement mes muscles du dos. Mais après, ce que j'ai décrit dans la phase de construction qui dure 4 à 6 semaines, les phases d'endurance, etc., qui sont chacune des cycles de 4 à 6 semaines. Non, là, c'est pas l'histoire de répéter dans chaque séance un petit bout de chacun. Mais par contre, une activation sensorimoteur, oui. Visuelle, oui. Tous les jours, oui, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Surtout si on a des impairs, surtout si on sent qu'il y a un côté gauche qui est plus faible que le côté droit, etc., etc. Un œil qui réagit moins bien que l'autre. Voilà. Filmez-vous, ça c'est un excellent conseil. Filmez-vous, ou travaillez à deux, évidemment. Mais sinon, si vous êtes tout seul, filmez-vous pour voir les divergences quand les deux yeux convergent, pour voir votre équilibre, votre posture. Hein. Ça, c'est l'outil de la caméra est absolument fabuleux pour ça. Donc ça, on le réveille à chaque fois. Le réveil, le contrôle neuromusculaire aussi. Et puis après, on passe à notre séance. Si ma grande passion, c'est de pousser de la fonte, bon, ben, je vais faire ma séance de construction musculaire. Si ma grande passion, c'est l'endurance ou bien une séance métabolique, eh bien, je vais m'orienter sur ma séance. Mais voilà. Voilà. Superbe. Question bête, mais et si je m'arrête? Il faut tout recommencer? Ça dépend combien de temps.
Ça dépend combien de temps vous avez gardé aussi ce niveau de forme. C'est-à-dire que la science nous prouve qu'il y a certaines personnes qui ont été des athlètes pendant... C'est souvent le cas, hein, malheureusement, dans le monde du sport professionnel. On est athlète les 20 premières années de notre vie, voire 25 premières années. Puis dès que le niveau décroît, on sort du circuit professionnel. On arrête d'être athlète professionnel et certaines personnes sont un peu dégoûtées du sport parce qu'elles se sont tuées à la tâche et ne font rien pendant 5 ans, voire 10 ans. Bah, ces athlètes-là, ils retrouvent très rapidement en fait leur niveau de forme, peut-être pas au niveau de leurs 25 ans, mais parce que le corps a une espèce de mémoire cellulaire et une mémoire neuromusculaire, et donc ça réactive en fait tout ça très rapidement. Donc la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir retrouver votre état de forme dépend du temps que vous avez été en forme. Donc voilà, mais on peut s'arrêter pendant un certain temps, ça fait du bien. Si on s'arrête pendant 1 an, c'est sûr que reprendre, bon bah ça va réveiller un petit peu tout le monde dans l'organisme, mais il n'y a jamais rien de figé. Hein. Je pense qu'on est sur une plateforme Vivovojo qui nous dit bien que c'est jamais arrêté, qu'on peut toujours changer, et le corps, cette physiologie-là, qui est en lien avec l'esprit, qui, je pense, comme je vous l'avais dit, je pense pas qu'il faille parler au pluriel. Il faut pas dire corps et esprit, c'est une seule identité et individualité, une seule physiologie. Elle peut toujours changer, peu importe l'âge. Je souffre ou j'ai du plaisir pendant tout ce parcours? Question qui revient souvent. Alors, il y a un adage qui dit la douleur est inévitable, mais la souffrance dépend de moi, ou quelque chose comme ça. La différence entre douleur et souffrance. Et je vous avais dit cette phrase de Mark Twain, It doesn't have to be fun to be fun. C'est-à-dire, faut pas forcément que ce soit fun pour que ce soit fun. C'est un peu ça le sport, c'est-à-dire que moi, pendant que je joue au tennis, j'aime beaucoup le tennis. Il y a des moments où je rage, il y a des moments où tout brûle, mes poumons, mes jambes, j'ai mal partout. Plus je suis en train de perdre le match, etc. Donc j'ai l'impression de pas passer un bon moment, etc. Et pourtant, j'aime le sport. J'aime ce sport, j'aime le tennis. Je m'éclate à jouer. Et le lendemain, je vais recommencer. Je dis, mais t'es complètement fou, en fait. Tu fais un truc que t'aimes pas et tu recommences. Mais ouais, mais ok, sur le moment, c'est pas fun. Sur le moment, ça pique, ça fait mal, c'est dur, j'ai mal, je transpire, j'ai chaud. Mais j'aime ça. Donc, c'est pas vraiment une souffrance. Hein. On peut connaître des moments de douleur, mais on peut vraiment s'amuser aussi dans l'effort. Et l'effort, pour moi, c'est un terme qui est magnifique parce que c'est une chose inaliénable. Personne ne peut nous le prendre. C'est-à-dire que quand vous vous donnez à 100%, il peut y avoir monsieur machin ou madame bidule, votre cousine ou votre cousin qui vient vous voir en vous disant « Ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que j'ai lu dans un magazine que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. » Ou vous allez dire « T'es bien gentil, Coco. » Ça, c'est ton avis. Mais là, moi, je me suis donné à fond et juste je me sens bien avec moi-même. Voilà. Cette sensation-là, elle est belle parce qu'elle est intouchable et elle vous appartient. Et c'est pour ça que j'aime transcender mon esprit par le corps. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tout ce chemin-là, je peux le faire tout seul? Est-ce que je dois être accompagné d'un coach? Quel est votre avis? Quel est votre point de vue? On peut tout faire tout seul. C'est-à-dire que on pourrait poser la même question au niveau est-ce que je peux apprendre à jouer de la guitare tout seul? Bien sûr, hein. Bien sûr. Tu vas sur Internet, tu suis un tuto, sans doute. Mais je crois beaucoup au mentorat. Je crois beaucoup, Vivovojo, on propose des formations en ligne et je crois beaucoup à cette nouvelle tendance qu'il y a de je me forme auprès d'un mentor, auprès d'un expert, etc. Donc, allez voir vraiment quelqu'un qui s'y connaît. On gagne des années d'expérience. On gagne vraiment une expertise. Et moi, voilà, Thierry, je vous connais un petit peu de votre réputation. Moi, si je veux être bon comment dire, pour prendre la parole en public, en éloquence, je serais quelqu'un avec autant de bouteilles que vous et d'expérience. J'aimerais qu'il m'enseigne tout de suite. Je veux pas apprendre dans mon coin et faire mes propres erreurs. Je veux avoir un mentor comme vous. Donc voilà. On peut apprendre toujours de notre côté, mais avoir quelqu'un qui s'y connaît, c'est quand même le top du top. Ce qui m'amène à ce que vous proposez aujourd'hui, Pierre, sur Vivovojo. Vous proposez un programme en ligne qui s'appelle « Construire un corps fonctionnel, ça s'apprend pour toutes et tous à tout âge ». Que va-t-on trouver dans ce programme? Dites-moi. Exactement tout ce qu'on a décrit là, c'est-à-dire l'éveil du sensorimoteur, les exercices Voilà, il y aura visuels. des exercices. Et alors, on va le voir, les exercices, on les verra dans vos vidéos? Alors, non seulement on va les voir, mais surtout, je vais les faire à un débutant.
C'est ça qui est beau et qui est assez unique dans cette formation, c'est que c'est pas seulement moi qui sais tout faire et qui connais tous les exercices, c'est que je vais avoir Marius, mon cobaye, qui est lui débutant complet, et je vais lui montrer les exercices à faire au niveau neuromusculaire, au niveau sensorimoteur, c'est-à-dire pour le visuel, le vestibulaire, le tactile, etc. Après, on va faire les séances ensemble, c'est-à-dire les poids, les élastiques, dans cette chronologie-là qu'on a décrite, c'est-à-dire première phase, deuxième phase, construction, connexion, construction, comment améliorer son endurance, comment améliorer sa force, comment améliorer sa masse musculaire, comment améliorer son métabolisme pour être en pleine santé. On voit tous les panels, on décrit toutes les séances et les protocoles pour après, en fait, le but, c'est qu'on soit autonome, c'est-à-dire que peu importe notre objectif, on connaît le tronc commun et après, on part vers son objectif et on a toutes les billes en main de compréhension théorique, parce qu'il y a vraiment des cours théoriques, hein, vous avez bien compris, ma grande passion, c'est d'expliquer la physiologie. Bien sûr. Mais aussi des séances pratiques. D'accord. Donc, construire un corps fonctionnel, ça s'apprend pour toutes et tous, j'insiste, à tout âge. Et voici pourquoi, Pierre, j'insiste à tout âge. Parce que dans votre public, et franchement, mais je les félicite tous, vous avez, alors que je donne quand même des prénoms, vous avez Adeline, vous avez Marie, vous avez Dominique, Denis et d'autres encore, qui disent, mais attendez, moi j'ai 82 ans, écoutez Pierre, 82 ans, j'ai 75 ans, ce que je veux, c'est me faire des muscles, je veux repartir au ski, je veux, etc. Enfin, c'est magnifique, vraiment magnifique. Félicitations Super. À vous tous. Et donc, je dis bien, c'est pour ça que je dis construire un corps fonctionnel, ça s'apprend pour toutes et tous, à tout âge. Merci en tous les cas de votre disponibilité pour Vivo Vojo. Vous serez avec nous, vous nous accompagnez à travers votre programme. Construire un corps fonctionnel, ça s'apprend pour toutes et tous à tout âge. Et il a été suggéré, Pierre, je vous le dis, mais vous le retrouverez évidemment dans toutes celles et ceux qui vous écrivent et que je remercie encore. Pierre, pourriez-vous réfléchir à un webinaire pour les personnes qui ont 65 ans et beaucoup plus, et venir avec elles pour dire, écoutez, oui, en raison de votre âge, il y a peut-être des choses en plus que l'on peut faire, ou bien en moins, peu importe, mais qui peuvent être ludiques et qui peuvent accompagner toutes ces personnes-là. J'insiste, que je félicite, qui se trouvent dans une forme exceptionnelle, une volonté éblouissante et une exaltation magnifique, ne fût-ce que pour les jeunes d'ailleurs. Bien sûr. Alors, les grands principes changeront très peu finalement, mais c'est vrai qu'on va avoir des adaptations, bien sûr. Là, c'est surtout au niveau hormonal et nerveux, hein, où il va falloir qu'on prenne des précautions, etc. Mais tout ça, dans la formation que je propose, évidemment, c'est dedans. C'est dedans. Évidemment, je donne mes conseils pour toutes et tous, parce que c'est vrai que passé un certain âge, on se demande, mais est-ce que je suis toujours capable de? Et je comprends tout à fait cette réflexion-là. Et rien que la volonté que vous ayez là, c'est, comme vous l'avez dit, Thierry, c'est magnifique. Et vraiment, je vous félicite aussi. C'est très beau de se relancer là-dessus. J'ai eu vraiment des révélations et les plus belles histoires de vie, c'est sans doute les personnes âgées qui ont découvert leur corps au-delà de 70 ans. C'est jamais fini. Jamais, 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 jamais. Et vous aurez beaucoup de bénéfices après dans le fait de, encore une fois, porter vos courses, être fonctionnel, bouger de manière sans douleur, sans nivellement par le bas, encore une fois, du quotidien. Ça, à tout âge, ça peut se reprendre. Alors, Pierre, vous imaginez pas, on vous dresse des statues partout, là où on vous a écouté. Frédéric vous dit, il est fantastique ce Pierre, j'adore. Brigitte, merci. Bonsoir. Nathalie, c'est très tentant pour se remettre en mouvement. Eric, conférence très intéressante, je te retrouve dans toutes les explications. Bravo. Nathalie, bonne soirée à tous. Merci beaucoup Pierre. Fabuleux. Encore une fois, exceptionnel. Pierre, merci beaucoup pour votre générosité. Merci d'avoir été avec nous pendant tout ce temps. Vous êtes désormais sur Vivo Vojo. Je rappelle, construire un corps fonctionnel, ça s'apprend pour toutes et tous, à tout âge. Je n'ai plus qu'à vous saluer, à vous dire à bientôt. C'est moi qui vous salue, c'est moi qui vous remercie. Merci, vous Thierry, d'abord. Merci Anne qui était en régie. Il faut vraiment saluer la technique quand même. Et merci tout le monde qui était là dans le chat, bien évidemment. Et merci aux gens qui verront la vidéo en replay, bien sûr. Vous avez des fidèles, ils vous suivent désormais. Vous avez un fan club inouï. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi Pierre ce soir. Il est donc avec vous désormais sur Vivo Vojo. Il a son programme et il reviendra dans d'autres webinaires. Bonne soirée à tous.